Logbit. Vous avez déjà peut-être entendu ce nom, c'est l'un des plus nuisibles groupes de cybercriminels. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment il est possible, à l'aide de l'OSINT, c'est-à-dire l'Open Source Intelligence, d'en apprendre plus sur un cybercriminel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite remise en contexte est nécessaire. Il faut savoir que Logbit, c'est un groupe utilisant des ransomware ou rançongiciels en français. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le modus operandi de ce groupe, l'objectif est relativement simple. Premièrement, compromettre l'infrastructure d'une entité. Entité, ça peut être entreprise, ça peut être hôpital, peu importe. Ensuite, Logbit va déployer un rançongiciel ou ransomware, c'est la même chose, dans toute l'infrastructure informatique. Et ce rançongiciel, il va chiffrer tous les disques, donc en fait toutes les machines, tous les serveurs, tous les fichiers, vraiment tout va être chiffré. Ensuite, une fois que cela est fait, donc tout est chiffré, Logbit va demander une rançon en échange de la clé de chiffrement. Généralement, c'est une rançon en crypto-monnaie forcément puisque c'est intraçable. Il me semble utile ici de préciser qu'on ne parle pas du hacker malveillant dans sa chambre avec sa capuche qui hack des entreprises le soir en rentrant du boulot. En effet, Logbit, vraiment, c'est une énorme entité contenant plusieurs services, comme par exemple un service RH, plusieurs équipes d'opérateurs, un support, etc. Une petite comparaison qu'on pourrait faire, c'est par exemple quand vous utilisez, je sais pas, Google Doc ou Word Online, c'est du software as a service. Parce qu'en fait, vous allez accéder à un logiciel via votre navigateur internet, donc software as a service. Et bien, pour Logbit, on peut appeler ça du ransomware as a service, parce qu'on le verra par la suite. Mais Logbit a un aspect aussi un petit peu franchisé, on l'expliquera avec le sujet de la vidéo. Pour vous donner rapidement une idée de l'impact de Logbit, on parle ici de 2500 victimes à travers le monde, dont environ 200 en France. On parle encore une fois généralement de PME, de mairies et d'hôpitaux. Un exemple relativement récent, c'est l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui avait été complètement compromis en 2023. Pour ajouter un chiffre à cela, Logbit c'est environ 120 millions de dollars de rançon au total, même si c'est un peu compliqué de tout compter parce que des fois les entreprises vont payer et elles vont pas forcément publier le fait qu'elles se sont fait rançongiciel, ransomware, par exemple Logbit, et elles vont pas communiquer sur le fait qu'elles ont payé. Donc ce chiffre, il est potentiellement plus élevé que ça, tout comme le nombre de victimes au final. Aussi, le 19 février, suite à une opération de grande envergure de plusieurs entités de police, de nombreux serveurs de Logbit ont été saisis par les forces de l'ordre. Alors vous allez potentiellement me demander comment la police a-t-elle fait pour hacker des hackers, c'est quand même assez compliqué. Eh bien, comme toute entité n'est pas parfaite, les forces de police ont compromis Logbit suite à une vulnérabilité sur des serveurs avec une version vulnérable de PHP. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce que c'est PHP, globalement PHP c'est un langage de programmation qui est utilisé pour le web mais pas que, et de son c'est toujours la faute de PHP au final. En gros pour résumer, le groupe de cybercriminels a eu la flemme de faire les mises à jour nécessaires, ce qui du coup a rendu certains de leurs serveurs vulnérables et donc a permis aux forces de la police de hacker, de pénétrer en fait dans ces serveurs-là. Malheureusement, cette compromission, elle a concerné que certains serveurs, et donc à l'heure où je vous parle, eh bien Logbit a malheureusement repris déjà du service en récupérant les sauvegardes de leurs serveurs qui n'étaient pas vulnérables. Ils sont donc forcément toujours en activité et toujours en train de compromettre des entreprises malheureusement. Toujours étant que suite à cette compromission des forces de l'ordre, de nombreuses données ont été récoltées et 3 noms et pseudos ressortent. Premièrement, on a Mikhail Pavlovich Mavdiv, alors je sais pas du tout si je prononce bien le nom, dont le pseudo est Wazawaka, déjà bien connu du milieu du cybercrime jusqu'en 2023. Le FBI a déjà publié un mandat de recherche, néanmoins ce dernier n'a pas été vu depuis octobre 2023, donc un petit peu compliqué pour l'arrêter. On a ensuite LogbitSup, le chef supposé de Logbit, on connaît malheureusement que son pseudo. On peut aussi voir que suite à la saisie des forces de l'ordre qui ont un petit peu trollé Logbit par rapport à tout ça, eh bien il y a eu pas mal d'échanges entre justement LogbitSup et les forces de l'ordre. Et enfin on a Arthur Sunkatov et Ivan Kondratiev aka Bastard. Concernant ces deux dernières personnes, le ministère de la Justice a dévoilé un acte d'accusation pour le déploiement de Logbit contre de nombreuses entreprises aux États-Unis. Alors c'est bien d'avoir des noms, mais vous allez me dire, au vu du métier de ces personnes, elles doivent forcément avoir une obsèque, c'est-à-dire une présence sur Internet quasiment nulle. C'est-à-dire qu'elles sont complètement anonymes quand elles sont sur Internet, elles utilisent des PC qu'elles vont jeter, des cartes SIM qui vont être achetées dans des tabacs à côté, avec des téléphones aussi qui vont être achetés pour vraiment ne laisser aucune trace, etc. En gros, l'obsèque c'est de n'avoir aucune présence sur Internet de sa personne, donc aucun lien entre les réseaux sociaux et la vie réelle. Eh bien, détrompez-vous, car ce n'est pas forcément le cas. Et pour vous montrer la puissance de l'OSINT, nous allons voir comment, à partir d'un mail divulgué dans la liste Specially Designated Nationals de l'OFAC, OFAC pour Office of Foreign Asset Control, mon accent anglais, attention, énervé,
On peut remonter avec ce mail vers des adresses, vers des informations qui sont très personnelles qui concernent un cybercriminel. Ainsi, durant cette vidéo, nous allons nous intéresser à Ivan Genadievich. Cet homme, premièrement, est connu sous plusieurs pseudonymes. Bastard-Lord, on a Sinner911, il y a beaucoup de pseudos différents qui l'utilisent. Et pour cette enquête, bien sûr, je vais m'appuyer sur un thread Twitter qui est clairement intéressant, sur un article de Predictalab. Donc moi, j'ai fait aucune recherche de mon côté, pas forcément très à l'aise avec des recherches sur des cybercriminels, bien sûr. Je mets juste en lumière, en fait, quelque chose qui est, je trouve, assez intéressant, c'est-à-dire que l'OSINT, en fait, c'est très puissant, et on peut penser que l'OSINT n'est pas puissant par rapport à des gens qui font attention, parce que c'est des cybercriminels, mais on va voir tout de suite que c'est clairement pas le cas et que même des personnes en fait lambda vont potentiellement avoir une obsèque, donc une présence sur internet beaucoup moins grande que des personnes qui devraient en fait se cacher. Premièrement, il y a des informations qui ont été récoltées par des spécialistes de threat intelligence, c'est-à-dire l'intelligence des menaces. On sait sans surprise qu'il est en lien avec Logbit. On apprend aussi, selon Analyst, qui est une solution en CTI, donc Common Threat Intelligence, qu'il gère sa propre équipe car il est affilié à Logbit. Alors on va rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit auparavant par rapport au fait que Logbit est un ransomware as a service. Ici, on a un concept d'affilié, c'est assez facile à comprendre. En gros, c'est un peu comme un franchisé à McDonald's. Ce dernier, il va acheter une part de McDonald's en ayant du coup un restaurant. Et bien pour l'intéresser, Bastard-Lord ici, il va s'affilier à Logbit pour profiter de malwares qui sont développés par Logbit, voire même des accès initiaux, comme des noms d'utilisateurs ou des mots de passe. Et du coup, grâce à cela, il va pouvoir déployer des rançongiciels sur des entreprises. Et du coup, il va récupérer de l'argent pour sa boîte, pour son équipe. Mais il y a une petite partie qui va du coup, comme un franchisé, aller à McDonald's ou à Logbit. Donc voilà, c'est une petite comparaison, et c'est pour vous montrer à quel point les groupes de ransomware sont évolués en fait. Revenons un petit peu à nos moutons. En lisant l'article de John DiMaggio, on retrouve le nom de son équipe qui s'appelle National Hazard Agency. On apprend aussi qu'il a gravi les échelons, partant du coup de junior jusqu'à leader d'équipe. Donc en fait, il est dans le milieu depuis pas mal de temps au final, cette personne-là. On apprend aussi une information assez importante, c'est qu'il n'est pas seulement partenaire avec Logbit, donc il n'est pas seulement affilié à Logbit, mais il est aussi affilié à 3 autres gangs de ransomware, qui sont donc Avadon, Revol et Ransom EXX. Dernière information de l'article, c'est qu'on apprend que Bastard-Lord, c'est un mâle caucasien d'environ 27 ans, né en Europe de l'Est plus ou moins, et que, sans surprise, il opère sur des forums clandestins sous les pseudos qu'on a cités auparavant, donc Faucher, Buster, Bastard-Lord, etc. Et que des fois aussi on l'a vu sous le pseudo de National Hazard Agency, forcément, puisque c'est le leader de l'équipe, donc il va endosser en fait le chapeau de son équipe. Maintenant, commençons directement l'enquête avec le mail qui lui était affilié. Grâce à son mail, on va pouvoir effectuer une première recherche via PredictaSearch. PredictaSearch, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va faire du dorking et du scrapping sur de nombreux sites sur les fuites de données. Alors, on va faire une petite pause ici, parce qu'il y a potentiellement des gens qui ne sont pas forcément au courant des termes dorking et scrapping, donc petite point de précision. Premièrement, le dorking, globalement, c'est une pratique de recherche avancée sur Internet, majoritairement utilisée dans les domaines de la sécu informatique, forcément, pour découvrir en fait des informations sensibles en utilisant seulement des moteurs de recherche, donc le clear web, le web qui est accessible à tout le monde, avec des mots-clés vraiment très spécifiques, des techniques de recherche relativement avancées, et du coup, grâce à cela, on va pouvoir accéder à des informations qui vont être indexées par un moteur comme Google, mais qui normalement n'a pas vocation à être consultées. Par exemple, des fois, on peut, avec du dorking, aller récupérer des documents PDF en spécifiant le file type que l'on veut pour telle ou telle entité, et c'est potentiellement des documents PDF qui ne devaient pas être accessibles sur le net. À savoir que le dorking est autorisé, mais à partir du moment où on touche et on clique sur le lien d'une entité où on fait du dorking dessus, et bien là, c'est complètement illégal et vous pouvez avoir une amende et aller en prison. Donc voilà, je préfère faire un petit disclaimer sur le dorking. Le scrapping, quant à lui, consiste à extraire automatiquement des données d'un site web en utilisant un script. Alors cette pratique, elle peut être utilisée à des fins légitimes, pour collecter des informations, pour analyser des marchés, mais elle peut aussi être utilisée à des fins forcément illégales. Si en faisant ça, on viole les conditions d'utilisation d'un site web. Donc attention à vous, si jamais vous voulez faire du scrapping, encore une fois, on flirte un petit peu avec la loi, et il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas scripter ce que l'on veut pour aller récupérer toutes les informations sur un site web. Voilà, une fois que ces petits termes sont clairs pour vous, cet outil donc qui va faire en fait ces manipulations automatiquement sur tous les sites web qui sont présents, eh bien on va pouvoir retrouver plusieurs profils en ligne. Néanmoins pour l'instant nous ce qui nous intéresse c'est l'onglet des fuites de données. Alors en gros pour faire court, Predictalab va chercher en fait dans de nombreuses fuites de données en ligne ce que l'on souhaite savoir. En fait il va regarder le mot-clé que l'on recherche et en plus de regarder en dorking et en scrapping, il va aussi regarder sur des fuites de données qui sont passées, qu'il a récupérées s'il n'y a pas justement des matchs par rapport à ce que l'on recherche. Encore une fois, petit point législation, il faut quand même noter que consulter des fuites de données,
ça pose vraiment un problème juridique. Aucun professionnel sérieux, bien sûr, ne peut prétendre accéder à un leak, ni le copier sans se douter en fait de son origine illicite. Forcément, si vous consultez une fuite de données, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas été mise sur Internet comme ça. C'est pas un mec de sa boîte qui s'est dit « Oh tiens, je vais mettre toutes les données de l'entreprise, hop, sur Internet, c'est trop bien ». Donc forcément, un analyste de CTI, donc Common Threat Intelligence, qui viendrait copier ou télécharger un leak, donc une fuite de données, se rendrait directement coupable de vol d'informations numériques, ce qui est donc punissable par la loi. Ainsi donc, dans cette fuite de données, on retrouve ce mail. Pour être plus précis même, le mail est présent dans un post Twitter qui lie ainsi son auteur à ce mail. On peut voir que le nom du compte Twitter est écrit en cyrillique, ce qui est assez logique puisque l'on enquête sur une personne d'origine ukrainienne ou du moins d'Europe de l'Est. Pour l'instant, ce mail a priori n'est pas une fausse piste et donc ce compte non plus n'est pas une fausse piste. On a donc déjà un compte Twitter, mais est-ce qu'on peut pas aller un petit peu plus loin parce que seulement un compte Twitter, bon, c'est pas grand-chose. Rebroussons un petit peu chemin en regardant à nouveau du côté des fuites de données, si on peut pas faire un petit peu autre chose, et là on se rend compte qu'en fait il y a un numéro de téléphone qui est lié à ce mail. Ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de passer d'un mail à un numéro de téléphone, c'est du pivoting, c'est un pivot. C'est quelque chose qui est beaucoup fait en sécurité, aussi bien offensif que pour de l'OSINT, où on va justement à partir d'une information pivoter et aller taper une autre information, ce qui est assez pratique. De plus, pour nous confirmer que ce numéro est le bon, on remarque sur le rapport de Predictor Search un indice qui concerne un compte Apple lié à un mail. Bien sûr, le mail, c'est le mail que l'on avait, le mail d'auparavant. Et surtout, on remarque qu'il y a un numéro de téléphone qui est associé au compte Apple et que, eh bien, comme par hasard, c'est tout à fait le même numéro de téléphone qui a été identifié auparavant via la fuite de données. Donc ça nous confirme déjà que ce numéro de téléphone est bien utilisé et deuxièmement qu'il y a donc un compte Apple, ce qui est toujours utile. En regardant à nouveau le rapport, on voit aussi que le mail provient de la fuite de données de 3.0 WebHost et qu'ainsi il donne la localisation suivante à Bryanka, Luhansk Oblast en Ukraine. Ce qui permet encore une fois de confirmer qu'on cherche au bon endroit puisque la fuite de données a eu lieu en Ukraine et qu'on cherche une personne qui est donc de l'Europe de l'Est, donc c'est plutôt intéressant. Continuons un petit peu de creuser, on remarque qu'un compte ok.ru est lié encore une fois à son mail. Pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, ok.ru, c'est un réseau social relativement populaire en Russie et dans d'autres pays de la communauté des États indépendants. Ainsi, via ce profil, on retrouve plusieurs informations. Premièrement, sa localisation, deuxièmement, sa date de naissance, et enfin, son ancienne école. Alors, ici, je vois peut-être venir, vous allez vous dire que cette personne, voilà, qui est un cybercriminel, qui est recherché, il a clairement pas une obsèque qui est intéressante. Néanmoins, ce profil, c'est sûrement un faux profil, un sock puppet, c'est-à-dire un faux compte. Et ce qui me fait dire ça, c'est pas forcément vrai, mais c'est que le nom du compte n'est pas le même que celui de Twitter, ou un nom connu parmi ses pseudos, et que donc, il aurait pu utiliser ce compte pour faire des fausses pistes. Donc il a mis voilà une localisation qui est un peu bateau, une date de naissance qui n'est pas la vraie et une ancienne école qui est complètement bidon. Savoir que de nombreuses personnes utilisent des sock puppets, peut-être que même vous en utilisez parce que vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir révéler votre vraie identité sur internet et donc de rester complètement anonyme sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens le font, dont justement des personnes qui sont des cybercriminels forcément. Toujours étant que l'on peut toujours aller plus loin, en effet on remarque un utilisateur avec le même nom que celui du profil ok.ru, donc Koyard Umui, et ce dernier il a laissé un avis sur une clinique dentaire, alors je mettrai le nom ici parce que je pense pas pouvoir le prononcer. Cela donc nous permet d'avoir une nouvelle localisation. Et donc si l'on compare deux localisations qu'on a maintenant, donc premièrement la localisation qui est renseignée sur ok.ru et la seconde qui concerne la clinique dentaire, on remarque au final que ces deux endroits sont assez proches. Alors au final peut-être que ce compte n'est en fait pas un sock puppet et que c'est potentiellement son vrai compte. Maintenant on va pivoter par rapport à l'adresse qui est renseignée dans le profil ok.ru et donc en regardant un petit peu du côté des fuites de données, on retrouve directement son adresse personnelle. On se rend compte que cela se situe à 12 minutes à pied de la clinique dentaire, ce qui est assez bizarre. Donc visiblement, son pseudo sur les réseaux sociaux n'est clairement pas le même qu'il utilise pour ses activités de cybercriminel, et ce qui est assez logique au final. En partant de ce principe-là, on peut se dire qu'il a potentiellement d'autres comptes, pas seulement celui qui concerne ok.ru, et donc qu'on va potentiellement pouvoir trouver d'autres choses avec ce nouveau pseudo. On va donc essayer de pivoter sur d'autres réseaux sociaux, par exemple YouTube, en cherchant son pseudo. Ainsi, on trouve directement une chaîne YouTube avec son nom. Et comme par hasard, dans une playlist sur sa chaîne, on retrouve une vidéo en non répertorié montrant un bras, peut-être le sien, on sait pas, se faire tatouer le logo de Logbit. Ce qui est quand même une sacrée coïncidence, à savoir qu'en fait à l'époque, Logbit offrait une somme d'argent en échange d'une preuve d'une personne qui se fait tatouer leur logo sur une partie de leur corps. Et donc potentiellement, c'est une personne qui faisait partie de Logbit, une personne qui était affiliée à Logbit, peut-être même lui. Je sais pas si c'est lui qui a posté cette vidéo sur sa chaîne et qui l'a liké, je sais pas. En tout cas voilà, ça confirme quand même
relativement que son pseudo ici, eh bien c'est bien lui, donc c'est assez intéressant. Ensuite, on va utiliser un outil très puissant qui s'appelle The Wayback Machine. C'est une machine qui va archiver les pages d'internet à intervalles réguliers, et donc on peut consulter des pages anciennes, par exemple des pages d'un site web de 2022, 2019, 2007, etc. du moment que le site a existé. Et donc en faisant ça, on va retrouver son compte de VK. VK, je pense que vous connaissez, hein, c'est l'équivalent de Facebook en Russie, avec du coup ici de nombreuses photos. Vraiment ici aucune envie de se cacher, il n'y a aucune obsèque puisqu'on a même du coup sa tête, ce qui est clairement zéro en termes d'obsèque. Enfin, en continuant un petit peu de chercher, on retrouve son profil sur un site de rencontre. On voit que niveau income, il a mis can afford everything and even more. Alors peut-être que vous allez vous dire, il a mis ça parce que justement c'est quelqu'un qui est un cybercriminel, donc pour quelqu'un qui vit en Europe de l'Est en plus, il doit gagner extrêmement bien sa vie, potentiellement, mais il faut aussi garder en tête que cette phrase, c'est une phrase assez connue qui est pas mal utilisée en Russie pour juste signifier que t'as de l'argent et que voilà, ça veut pas forcément dire que vu qu'il a mis ça, c'est un mec qui est un cybercriminel. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire par rapport à cette petite enquête. Ainsi, comme vous avez pu le voir, même concernant un cybercriminel, on a pu remonter relativement loin. On a réussi à remonter à une potentielle adresse qu'il avait, à son dentiste, on a retrouvé des réseaux sociaux, donc un VK, on a trouvé un site de rencontre, etc. Et vous allez peut-être vous demander, pourquoi cette personne-là, elle est pas arrêtée par les forces de l'ordre? Parce qu'en fait, on a quand même beaucoup d'informations, et si nous, on a réussi à les avoir, les forces de l'ordre, c'est quasiment sûr, voire même sûr en fait, qu'elles les ont aussi. Eh bien, les forces de l'ordre ne l'arrêtent pas, car dans les pays de l'Est, la législation concernant la cybersécurité est très laxiste. Ajoutez aussi à ceci les tensions géopolitiques entre le ou les pays concernés. Par exemple, l'acte d'accusation est émis par les États-Unis et Lord réside en Ukraine ou en Russie. Donc voilà, faut pas avoir un doctorat en géopolitique pour capter que c'est un petit peu compliqué de le faire arrêter. On peut aussi ajouter à cela que certains pays apportent une protection étatique en justifiant les activités illégales des cybercriminels comme apportant de la richesse au pays, par exemple la Chine, je crois. Ainsi, je pense que vous l'aurez compris, tout cela résulte en un énorme flou juridique permettant aux cybercriminels de s'en sortir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et non, ce n'est pas du tout la fin de la vidéo puisque il y a 24 heures, il y a eu des petites news par rapport à Lord. Premièrement, les forces de l'ordre ont, à ce qui paraît, saisi toutes ces crypto-monnaies en utilisant un honeypot, ce qui est assez connu en cybersécurité. Je vous laisse regarder parce que j'ai pas forcément trop de temps d'expliquer. On a aussi pas mal d'informations qui sont assez intéressantes. Premièrement, l'interview qu'il a donnée à John DiMaggio et dont je me suis servi durant la vidéo, à ce qui paraît est fake. Toute l'identité du coup qu'on a étudiée aujourd'hui est à ce qui paraît aussi fake, on peut le voir ici, c'est vraiment un énorme sock puppet, du moins c'est ce qu'il avance. Pareil pour la personne du coup qui est présente sur YouTube où on voit le tatou de Logbit. À ce qui paraît, c'est une personne qui est complètement random, qui a posté ça sur YouTube et il l'a liké parce qu'il fait partie de Logbit. À savoir aussi que son vrai nom n'est pas celui qu'on a trouvé sur la liste du FBI, puisque seulement Logbit le connaît, et pas mal d'autres infos, mais voilà, je voulais repréciser ça. Alors encore une fois, est-ce que c'est vrai ou pas ces déclarations? C'est ça le problème, on peut pas savoir avec une personne comme ça qui est absolument pas fiable. Si ça se trouve, c'est pas du tout vrai, c'est juste qu'il essaye un petit peu de se dépatouiller parce qu'il est un petit peu dans la mouise. Mais voilà, c'est intéressant du coup de refaire un petit point sur ce cas, et je vous laisse avec l'outro. Elle change un petit peu de ce que j'ai pu faire sur la chaîne. Je vais juste montrer la puissance de l'OSINT, comment justement on pouvait retrouver des informations sur n'importe quelle personne. Ici, une personne qui normalement se cache sur internet, mais au final on peut voir que pas forcément. Et je trouvais ça super intéressant parce que des personnes des fois se pensent vraiment intouchables via internet, mais on trouve absolument tout, à moins que vraiment vous soyez très très fort en obsèque, c'est-à-dire que vous fassiez vraiment des grands efforts. Je connais des personnes qui ont vraiment une obsèque incroyable, qui n'ont quasiment aucune photo d'eux sur internet, et c'est très compliqué à mettre en place. Après voilà, est-ce que ça vous dérange d'avoir une petite présence ou justement vous préférez prendre un peu plus de temps et avoir vraiment aucune présence sur internet? Chacun fait comme il veut. En tout cas, je pense que pour une personne qui est recherchée par plusieurs forces de l'ordre, avoir autant de présence, pas forcément le mieux, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est toujours compliqué d'arrêter ce genre de personnes. En tout cas, si ce genre de vidéo un petit peu plus storytelling vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu. C'était François, à la prochaine, ciao.